Alors, moi j'ai pu travailler plus particulièrement donc avec des patients psychotiques, notamment au centre médico-psychologique de Conflans-Sainte-Honorine, en lien avec l'hôpital de Poissy. À ces endroits, j'ai pu rencontrer du handicap, surtout psychiatrique, hein, psychique et psychiatrique, donc des gens qui sont invalidés, mais aussi physiquement, puisque j'avais des gens qui étaient dans des polyarthrites rhumatoïdes, très investis au niveau aussi psychologique et psychiatrique. Donc j'ai pu créer des groupes à cet endroit, au centre médico-psychologique, et j'ai vu comment la sophrologie, puisqu'il s'agissait surtout de sophrologie au CMP, comment la sophrologie permettait à chaque personne d'être plus présente dans son corps, d'être plus consciente de ses sensations. Donc c'est essentiellement ce travail-là que nous avons fait, et ça leur a apporté énormément au niveau de leur présence et au niveau de leur capacité à ressentir ce qui existe pour de vrai. Car bien souvent, quand on a une pathologie type polyarthrite rhumatoïde ou des symptômes très très invalidants au niveau du dos, enfin j'ai rencontré des gens qui étaient très bloqués au niveau du dos, des gens qui avaient des arthroses invasives énormes, et puis aussi des gens en dépression, hein, et des gens psychotiques, donc complètement morcelés au niveau psychiatrique, au niveau psychique, qui n'ont pas conscience de leur unité corporelle. Pour ces gens-là, arriver à se ressentir présent et arriver à repérer réellement la sensation, c'est arriver à mettre des mots sur leur propre pathologie. Et c'est arriver à mettre du sens euh, pour eux-mêmes qu'ils n'avaient pas de la part de l'extérieur et notamment de la part de leurs médecins, qui traitent leur pathologie, mais qui ne parlent pas d'eux. Alors qu'à cet endroit, eux ont pu mettre leurs propres mots et identifier leur pathologie pour eux-mêmes. Du coup, retrouver une unité corporelle importante. À partir du moment où ils retrouvent une unité corporelle, ils peuvent être plus présents dans leur vie et ils ont plus accès à leurs mouvements. Et ça, c'était vraiment, vraiment important au niveau du CMP, dans des pathologies lourdes d'immobilisation, d'invalidation corporelle, mais aussi d'immobilisation psychique. Voir régulièrement des enfants en sophrologie et notamment pour des problématiques de précocité et des problématiques d'inadaptation à l'école. Euh, donc ce qui est intéressant dans ce cadre-là, c'est de travailler vraiment sur le relâchement corporel et le centrage sur soi au niveau corporel, car l'enfant qui est dans la précocité est en permanence en train de penser et en permanence en train de penser le décalage qui existe entre sa tête et son corps, entre sa pensée et son corps. Sa pensée va beaucoup plus vite que son corps. J'ai rencontré une fois un petit garçon qui ne parvenait pas à tracer un tableau, car le tableau était déjà complètement rempli et complètement fait dans sa tête, et ses mains étaient obligées de prendre le temps de le faire, et de le faire séquence par séquence. Et il en devenait incapable, car le tableau était déjà tellement accompli dans sa tête que le décalage entre ces deux endroits de son corps et de ce qui apparaissait dans sa pensée ne pouvait pas se réaliser. Ce décalage le bloquait dans l'immobilité corporelle. En passant par la relaxation et la sophrologie ludique, on a pu remettre du mouvement, on a pu créer du mouvement dans son corps qui lui a permis de redonner à chaque mouvement quelque chose d'indépendant et d'autonome, qui a permis de faire son tableau sans être en lien direct avec le tableau déjà préétabli dans sa pensée. De fait, la sophrologie et la relaxation chez les enfants précoces, mais aussi chez les personnes au potentiel, va permettre de rebasculer dans le mouvement réel de la vie et dans l'instant présent, sans se soucier de ce qui apparaît dans sa pensée. Alors, apparaît bien souvent, aussi à l'occasion de la précocité, mais aussi chez bien d'autres personnes, ce qu'on appelle les pathologies 10, hein, la dysphasie, la dyspraxie, la dyslexie. Donc tout ça sont des pathologies ou euh, des problèmes qui créent un décalage avec la réalité et avec le corps. Bien souvent, il y a la nécessité pour ces personnes-là de travailler sur la concentration, de pouvoir se recentrer, de pouvoir avoir une présence encore plus importante et encore plus dense
que la majorité des personnes qui ne sont pas dans ces pathologies-là. Avec ces personnes-là, moi plus particulièrement, je travaille sur la concentration, je travaille sur la visualisation et je leur apprends à être dans le corps grâce à la respiration dès que le symptôme fait apparition. Ce qui leur permet de dévier le symptôme et de se remettre en place dans son corps pour pouvoir réamorcer le mouvement vers ce qu'ils étaient en train de faire dans l'action. Alors, la sophrologie est la principale pratique, la principale méthode utilisée pour gérer les émotions, pour apprendre à une personne à gérer ses émotions. On lui apprend bien sûr à la respiration. Il y a des respirations très particulières qui permettent soit d'amplifier le rythme interne, soit de descendre le rythme interne. On lui apprend à se concentrer sur son souffle au moment où elle est envahie par l'émotion. Et puis il y a des pratiques très inductives, je dirais, au niveau de la sophrologie. Maintenant, il faut quand même s'interroger en tant que thérapeute sur d'où vient cette hyper-émotivité, comment cette émotion se réalise, à quel moment elle apparaît. Et bien souvent, on se rend compte qu'il est nécessaire de faire un travail bien plus profond, car ces émotions ne sont pas là par hasard et elles apparaissent à des moments précis de la vie quotidienne, qui sont souvent en lien avec des vécus personnels et corporels. Dans le lien avec la sophrologie, par la verbalisation de ce qui se passe. Alors, moi j'aimerais quand même vous parler, avant de vous parler du burn-out, vous parler du stress. Parce que le stress, c'est un coup d'adrénaline qui envoie une sécrétion de cortisol dans le corps. Le cortisol, c'est l'hormone du stress et c'est ce qui va créer à la longue les tensions. Plus on est envahi de cortisol, moins on arrive à l'évacuer. C'est-à-dire qu'il faut tout doucement retrouver un taux de cortisol plutôt bas pour pouvoir aller se détendre. Quand on passe dans le burn-out, on est envahi de cortisol. Ça peut créer de la dépression. Et ça va user progressivement le système nerveux central. C'est-à-dire que tout doucement, les tensions ne peuvent plus s'évacuer. Le système nerveux central fonctionne tout le temps à son niveau maximum et on ne peut plus s'arrêter. Et le burn-out, c'est vraiment ça, c'est vraiment le système nerveux central qui grille parce qu'il y a trop de sécrétion de cortisol et il y a trop de sécrétion de stress, enfin trop d'hormones de stress pour pouvoir l'évacuer. Donc c'est important. Quand la personne dit qu'on a diagnostiqué un burn-out, c'est que le système nerveux central est déjà épuisé et qu'on est entré dans une phase de dépression où le cortisol ne pourra s'évacuer qu'à condition de récupérer un peu de sérotonine. À cet endroit-là, parfois, il est nécessaire quand même de prendre des médicaments. Ça, c'est vraiment à ne pas négliger. Et il est nécessaire d'aller travailler sur le rééquilibrage des sécrétions de cortisol par beaucoup de relaxation, beaucoup de méditation, beaucoup de repos et de rester dans un rythme bas permanent, en permanence pour que le cortisol ne remonte surtout pas. Donc voilà, donc quand je reçois quelqu'un qui est en burn-out, on va travailler bien sûr sur comment on apprend à se détendre, comment on apprend à se relaxer, avec des choses très très simples, des outils très simples, parce que souvent la personne en burn-out ne peut plus faire fonctionner sa réflexion. Et on va aussi aller travailler sur comment on est arrivé dans cet état de burn-out, comment le lit était déjà préparé pour que le burn-out arrive, et comment on s'est emballé, comment la machine s'est emballée, et comment tout doucement on est tombé dedans sans pouvoir rien résoudre, rien faire à ce moment-là, pour que ça ne se renouvelle pas par la suite. Il est nécessaire de prendre beaucoup de temps pour sortir d'un burn-out. On ne sort pas d'un burn-out en l'espace de quelques mois. Un vrai burn-out demande plusieurs années de récupération du système nerveux central. Donc ça, c'est important d'en être conscient et d'être conscient qu'il est nécessaire vraiment de faire un travail sur soi pour ne pas y retomber. Alors, les aidants naturels que je peux rencontrer à l'occasion des réunions qui me sont proposées par l'hôpital de Houdan ont besoin de créer des espaces de vie et de mouvement, car ils sont en permanence enfermés avec la personne dont ils ont le soin et la responsabilité.
la sophrologie, les visualisations créatrices de la sophrologie, et puis les respirations, le qigong, les mouvements internes de l'énergie qui se remet en route vont leur permettre de rester dans un espace de vie interne et de ne pas se laisser envahir par la pathologie de la maladie dégénérative qui bien souvent va vers la mort et qui touche souvent, dans le cas des aidants naturels, une personne qu'ils aiment, hein, soit un conjoint, soit un parent. Donc c'est très important qu'ils aient cet espace de possibilité d'ouvrir à l'intérieur de soi un espace de vie et de mouvement d'énergie. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir par moment se retrouver avec d'autres personnes, et c'est ce que crée l'hôpital de Houdan, dans un groupe où l'on va partager aussi tous ces moments de stress et d'éventuelles dépressions qui sont en train de se mettre en place. Voilà, donc ce que l'on cherche à éviter chez les dents naturelles, c'est vraiment de basculer dans la dépression ou de basculer dans le burn-out, puisque justement, ces personnes-là peuvent être dans un burn-out quotidien dû à trop de stress et à trop de préoccupations qui normalement devraient être des préoccupations de soignants professionnels. Alors, j'ai animé pendant plusieurs années et je continue à être en lien avec le réseau cancer, le groupement du réseau Yvelines Nord, qui a réuni le réseau cancer Yvelines Nord, hein, qui a été voilà, avalé par ce groupement, et puis la Ligue contre le cancer. Donc j'ai pu animer des groupes de soins de support, la sophrologie, la relaxation et l'automassage, donc le Do-in Shiatsu, qui sont des automassages de points en acupression, hein, sont des soins de support possibles pour les personnes qui sont suivies en cancérologie, donc soit en début de traitement, en milieu de traitement ou qui ont terminé leur traitement. J'ai pu observer chez ces personnes-là que l'automassage était important, notamment après les traitements. C'était très très bénéfique pour eux de masser certains points pour évacuer tous les effets indésirables, hein, des traitements, et notamment les tensions, les paresthésies, les choses de cet ordre-là que peuvent créer la chimiothérapie. Et puis aussi beaucoup de chaleur due à la radiothérapie. Donc les acupressions, l'automassage permet de remettre progressivement en circulation l'énergie interne qui a été bloquée par les pathologies et les traitements. Et puis la relaxation permet d'évacuer évidemment tout le stress et toutes les anxiétés qui peuvent voilà, se concentrer sur notamment tous les rendez-vous, hein, qui permettent de dire à quel endroit on en est de la maladie et comment on évacue la maladie, et qui sont vraiment vraiment source de grosses anxiétés, de gros stress. Donc le fait de se réunir et de faire un groupe à cet endroit-là, c'est réellement bénéfique, car les personnes se retrouvent ensemble et peuvent en même temps gérer leur stress, mais partager. Donc le partage plus la gestion du stress dans la relaxation, c'est quelque chose que j'ai pu observer qui était vraiment vraiment bénéfique dans le cas des pathologies cancéreuses. Alors, en ce qui concerne les personnes âgées, voire les personnes très âgées, j'ai pu animer des groupes en association notamment des personnes qui sont très immobilisées par leur arthrose ou qui ont des pathologies de dépression dues à la vieillesse, hein, des personnes qui ont des troubles du sommeil notamment. C'est pareil, moi ce que j'ai pu observer, puisque j'ai surtout aussi animé, je reçois des personnes, hein, âgées en individuel, mais j'ai pu surtout animer des groupes de personnes âgées en journée. Ce que j'ai pu observer, c'est il était important pour elles de se retrouver en groupe parce que souvent les personnes âgées sont isolées, et de pouvoir parler de leurs petits problèmes, entre guillemets, hein, de leurs petits problèmes de vieillesse, c'est-à-dire d'arthrose, d'immobilisation, de soins, de pouvoir communiquer. Déjà, ça, c'est un premier point qui me semble important. Et puis ensuite, de pouvoir passer dans un état de conscience modifié au moment de la relaxation ou de la sophrologie, qui permet d'évacuer les douleurs et d'atteindre un niveau de conscience corporelle qui leur permet de ne plus rien ressentir. Et ce qui ressort vraiment chez les personnes âgées, j'ai souvent des mots de cet ordre-là, ah, comme c'est bon de ne plus rien ressentir, de ne plus sentir son corps. Hein, dans la relaxation, c'est ce que la recherche vraiment. Et de partir beaucoup plus léger, donc allégé de tout le poids que peut générer ces symptômes de vieillesse.